nous avons le grand avantage et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Mme Corinne Lepage. Mme Corinne Lepage, en quelques mots seulement, elle le fera évidemment beaucoup mieux que moi. Je peux dire Mme Corinne Lepage, cher confrère. Je peux dire Mme Corinne Lepage, la politique. Je peux dire Mme Corinne Lepage, présidente d'un courant politique. Je peux dire Madame la ministre de l'Environnement. Je peux donc dire beaucoup de choses. Encore une fois, elle vous le dira beaucoup mieux que moi. Elle sait qu'elle va se prêter au jeu des questions-réponses. Ce qui va évidemment nous intéresser, c'est que vous nous parliez de votre parcours, puisque vous êtes effectivement en particulier dans votre casquette qui nous intéresse au premier chef, c'est celui d'avocate. Vous allez nous parler de vos combats, qu'ils soient politiques, qu'ils touchent à l'environnement, qu'ils touchent aux grands procès sur lesquels vous allez, j'imagine, revenir. Voilà, ce sont autant de sujets qui vont intéresser nos élèves avocats. Étant précisé pour vous décrire les profils que vous avez en face de vous, ce sont des élèves avocats qui viennent d'intégrer l'école. En d'autres termes, pour être plus clair, il y a 4 mois, ils étaient à la fac de droit, ils rentrent maintenant dans le cursus et dans le process pour devenir avocat, ils sont dans le cursus d'une école. Donc, ils vont évidemment être amenés à vous poser un certain nombre de questions. Je le dis toujours, il n'y a pas de tabou, il y a que de la courtoisie. Voilà, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, si vous avez des compléments d'information nécessaires, si vous avez des questions en lien avec les différentes activités de Mme Lepage, elle est évidemment là pour vous répondre et je la remercie encore infiniment pour sa disponibilité. Merci à elle. Et je vous donne immédiatement la parole si vous voulez bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs mes collègues, confrères. L'exercice qui me demande ce soir est probablement un de ceux que je déteste le plus. C'est-à-dire parler de moi, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Alors je vais quand même me prêter à ce jeu, puisque c'est l'exercice qui m'est demandé, avec l'idée de vous convaincre que la profession que vous voulez embrasser est un métier absolument formidable. Parce que vous pouvez y mettre ce que vous avez envie de faire de votre vie. J'ai fait un choix de vie qui est celui de défendre l'environnement. Ce n'est pas écrit dès le départ. Je vais vous raconter comment ça s'est fait. Mais toute ma vie a été orientée autour de cette conviction que j'avais très tôt finalement, que les effets négatifs que notre modèle de développement avait sur les éléments naturels et sur les humains n'étaient pas acceptables. Donc, j'ai décidé de consacrer ma vie avec plusieurs casquettes. Casquette professionnelle d'abord, enseignante. J'ai enseigné pendant 30 ans. Je refais encore un cours cette année à Sciences Po. Politique et associative. J'ai une vie associative très remplie pour défendre la même chose sous des casquettes différentes, mais avec toujours le même objet. Alors, en fait, ce n'était pas écrit. J'ai passé mon bac en 68, ça vous donnera mon âge. 68, pour ceux qui l'ont vécu, très franchement, ça a été un moment très fort. C'était un autre temps. C'était les 30 Glorieuses, un moment où la France ne rencontrait aucune difficulté économique. Nous étions en plein développement. Nous étions une jeunesse à la fois très, très insouciante et en même temps pleine d'envie, comme tous les jeunes, hein, d'avancer. Et 68, ça a été un moment où nous, les jeunes, avons cru pendant quelques jours, alors en fonction de la maturité politique, 2 jours ou 15 jours, que tout était possible. Parce qu'effectivement, c'est dans un pays où les adultes, en quelque sorte, ont lâché prise.
le général de Gaulle est parti, personne ne savait où il était. Il était parti en Allemagne, je le colonel Massu. À Baden-Baden, ça ne vous dira rien, mais voilà, c'est l'histoire. Et donc, pendant quelques jours, ça a été un truc absolument pas possible. Donc, les gens de ma génération, qu'ils étaient pour ou contre, qu'ils aient participé ou pas, ont été profondément marqués dans cette période-là. Donc, sortant du bac, avec un bac dont mes enfants m'ont dit toute ma vie que je l'avais eu dans une pochette surprise, c'était en 68. Mais pochette surprise, pas tant que ça, parce qu'à l'époque, pochette surprise, c'était 70% des gens qui avaient le bac, hein, pas 95%. Donc, c'est pas tant pochette surprise que ça. Mais enfin, par rapport aux générations antérieures, oui, c'était un peu pochette surprise. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a eu qu'un bac à l'oral. On n'a eu aucune parce qu'on ne pouvait pas. C'est absolument inenvisageable d'organiser des écrits. Et donc, force de mon bac avec mention, je suis arrivée à Sciences Po. À l'époque, Sciences Po, première année, c'était très difficile de passer en deuxième année. C'est 40% des gens qui passaient en deuxième année. Donc, je n'ai fait que Sciences Po ma première année. Et ensuite, j'ai commencé mon droit quand j'étais en deuxième année. Et je dirais que j'ai fait un droit à Assas. C'est light, hein, pour être honnête, parce que j'y étais pas beaucoup. Quoi. La couleur des amphis, pour être tout à fait honnête, dans ça, d'Assas, je les ai pas bien connus. J'allais bien entendu en PD, mais les amphis, je trouvais que j'avais plus intéressant dans cette lieu. Voilà. Donc, j'ai passé mon diplôme de Sciences Po, j'ai fait une prépa derrière, j'ai continué mon droit, et puis j'ai dû travailler, parce que je me suis mariée, et donc je suis devenue collaboratrice d'un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, simplement pour gagner ma vie et me payer mes études. Voilà. Donc, ce n'était pas vraiment un choix de carrière, c'était en attendant de choisir quelque chose, je vais faire ça. Et ça m'a plu. Et donc j'ai passé mes 2 DEA de droit public et de sciences politiques, et ensuite j'ai déposé un sujet de thèse qui finalement m'a marqué toute ma vie. C'était un sujet qui aujourd'hui paraît pas bateau quand même, mais enfin, pas d'une grande originalité, mais qui en 1975 était très original. J'ai fait une thèse sur la notion de coût social en droit public. Autrement dit, les externalités, même si c'est juriste, je pense que c'est tout ce que sont des externalités, quel est le rôle des externalités dans le droit public? Et en fait, j'ai reconstruit le droit public à partir des externalités, c'est-à-dire comment la légalité d'une décision peut-elle être appréciée par rapport aux effets négatifs ou positifs qu'elle va avoir. Et dans la foulée, comment est-ce que la responsabilité de l'État peut être engagée pour n'avoir pas convenablement examiné les effets de sa propre décision. On était donc en 1975, la loi sur les études d'impact c'est 1976. Vous voyez, donc la jurisprudence sur la déclaration d'utilité publique, c'est 1971. 70. J'ai une nouvelle idée, c'est 70. Voilà, il y avait quelques thèses américaines sur les économies externes, c'était intéressant, Roald Coase et autres. Le sujet m'a passionné. Et en fait, le sujet des externalités m'a évidemment conduit à m'intéresser à la question de l'environnement. Parce que parmi les externalités négatives, il y en a sur le social, mais la majorité, c'est sur l'environnement. Donc j'ai commencé à travailler ce sujet. Et puis en 1977, j'ai rencontré mon mari numéro 2, Christian Hulot, qui était en fait le premier avocat à avoir traité des affaires d'environnement. Le premier dossier auquel il s'était intéressé était un dossier qui, à l'époque, a fait beaucoup de bruit, qui était la pollution de la Méditerranée par les baux rouges. Alors, ce n'était pas les baux rouges de Cassis, hein, ce n'était pas celle dont on parle aujourd'hui, enfin, c'est la même matière, bien sûr, mais c'était celle de la montée du sol. Et il était l'avocat, en fait, de toute la côte française, de la Corse. Et en fait, c'est un dossier qui, pour la Corse, a été très important. C'était le départ, en fait, des indépendantistes. Ça a été cette affaire-là, tout simplement parce que la République française s'en fichait éperdument. Donc, les Corses se sont révoltés parce que c'était une pollution qui était quand même considérable.
Et donc, j'ai rencontré Christian en 77, on a décidé de s'associer en 78, et en 78 est arrivé la mobilité, mars 78. Ça vous parle ou pas? Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Alors, je vais voir. L'amococadie, c'est pas la première, mais c'est une des plus grosses pollutions d'hydrocarbures que la France ait connue. La première avait été en 67, c'était le Torrey Canyon. C'est un bateau qui avait déversé sa cargaison au large des côtes françaises. Et l'État avait pris une partie des indemnités. Les communes bretonnes, toujours les Bretons qui se payent ce genre de choses, pour des raisons géographiques évidentes, les Bretons avaient eu des clopinettes. Donc, ils n'étaient pas très contents. Et donc, quand arrive la Mococadie, qui était d'une autre envergure, ça a été une autre histoire. 220 000 tonnes de pétrole, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 220 000 tonnes de pétrole, qui se déversent le 18 mars 1978 au large d'une commune qui s'appelle Coudanouzo, le Port-Salle. Et c'est le maire de Brest qui nous appelle le 7 ou 18 mai, 2 jours plus tard, qui appelle Christian, parce que moi, je n'existais pas à l'époque. Hein, j'ai prêté serment en 64. Et à l'époque, on était avocat stagiaire pendant quelques années. Donc, j'étais avocat stagiaire. Qui appelle Christian pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc, on commence par faire ce qu'on appelle un constat d'urgence dans le tribunal administratif, c'est-à-dire faire constater la pollution, tout simplement, pour faire des preuves. À l'époque, existait déjà une convention internationale, qui s'appelle la Convention sur la responsabilité civile des pollutions de mer par hydrocarbures, qui date de 1960. Cette convention avait été négociée dans une justice internationale qui s'appelle l'ONI, l'Organisation maritime internationale, dans laquelle les pavillons de complaisance, en fait, ont une majorité, parce que, d'une part, les sociétés sont représentées aux pétroliers, et d'autre part, les États de complaisance vont se représenter, puisque le poids des États est au nombre de tonneaux, c'est-à-dire de navires qui sont immatriculés. Donc, un pays comme Malte, comme Chypre, comme Saint-Vincent, des droits de vote qui sont colossaux par rapport à la France ou aux États-Unis, où il y a certes des droits de vote, nous n'exagérons pas, mais vous voyez à peu près ce qui peut en être. Et donc, cette convention avait été faite dans l'intérêt des pétroliers. Elle était faite de la manière suivante. Le pétrolier qui était à l'époque, il faut comprendre, les pétroliers étaient propriétaires de leur flotte. Donc, les pétroliers, quand il y avait un accident, versaient une petite somme au fonds de garantie, quelque chose comme 5 millions de francs, 10 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire en euros, moins de 800 000 euros. Vous voyez, c'est net, rien du tout. Moyennant quoi, il devenait irresponsable. Et ensuite, c'était un organisme international qui s'appelle le FIPOL, qui payait les indemnités jusqu'à du concurrence. Alors, il faut que ça peut être. Je ne sais plus. Ça, le plafond, on change les banques. Et donc, c'était pas du tout cette décision. Et donc, avec Christian, nous avons cherché comment nous pouvions éviter de nous soumettre à cette législation. Et c'est là où le métier d'avocat est formidable, parce que c'est un métier d'invention permanente. Et donc, nous avons eu l'idée d'aller aux États-Unis. Alors, pourquoi aller aux États-Unis? Bien, parce que la maison mère, le bateau qui avait causé ce dommage, c'était l'Amoco Cadiz. Et l'Amoco Cadiz appartenait à Amoco International, qui lui-même appartenait à Standard Oil of Indiana, qui était une des 7 sœurs américaines, une des majeures pétrolières. Donc, il y avait un forum américain, un lignard. Parce que, en fait, il y a beaucoup de forums. C'était en Espagne que le bateau avait été construit, le capitaine était grec, c'était vraiment une salade, cette histoire-là. Le personnel était indien, il y avait plein de forums possibles.
puis la France, parce que c'est une des plus imposées. Et donc, on a lancé le procès aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en aurais pour une heure à vous raconter avec le procès en Italie, donc je ne vais pas le faire. Mais disons que ça s'est terminé par un succès, c'est-à-dire que nous avons fait juger quelque chose de très important, qui n'existe même pas encore dans notre droit en France aujourd'hui, c'est la responsabilité des sociétés mères pour leur filiale. C'est-à-dire que nous avons fait reconnaître la responsabilité d'Amoco international et surtout de Standard Oil of Louisiana pour cette pollution. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, c'était les pétroliers qui étaient propriétaires de leur flotte. Donc, ils s'étaient organisés de manière assez intelligente. Il y avait des Russes. La dernière était propriétaire du bateau. Le bateau plongeait. La société avait plus de capital, plus de bateau. Et donc, terminé. Et les victimes, ils pouvaient assigner personne. Donc, les Américains n'ont pas entendu cette oreille et ont condamné Standard Oil. Ça a été très important pour l'organisation du pétrole international parce que la conséquence de ceci a été la vente par les pétroliers de leur flotte. Ils ne voulaient plus être propriétaires. Ils sont donc devenus affréteurs. Et donc, ces flottes pétrolières a été vendue pour certains des armateurs tout à fait convenables et pour d'autres à de véritables mafieux des mers. Et on arrive à Erika en 99, qui est la suite de cette histoire-là. Voilà, donc le procès à Amoco Suicidi a duré très longtemps, puisque ça a duré jusqu'en 1992, ça a daté de 78. Et donc, durant toute cette période, il fallait quand même que le cabinet ne fasse pas que ça, parce que vous verrez quand vous serez professionnel, que je vous souhaite à tous, un cabinet ne peut pas vivre sur un client ou un dossier. Non, c'est horrible, parce que le client part, il change d'avocat, vous pouvez fermer votre cabinet. Terminé. Donc, c'est une époque à laquelle j'ai beaucoup investi, dans les Christian s'occupait beaucoup bien du tout. Moi, j'ai beaucoup investi dans d'autres domaines, dans les domaines du droit public général. J'ai fait à l'époque beaucoup de droit de l'urbanisme. À l'époque, l'urbanisme, c'était pas très développé. J'ai participé à la création du Code de l'urbanisme dans les années 80 sous l'impulsion d'Aniel Labetti qui est président de section du Conseil d'État. Il n'y avait pas de Code de l'urbanisme. Et quand on l'a pondu, si je veux dire, dans les années 80, c'était ça le Code de l'urbanisme. Donc, j'ai fait du droit de l'urbanisme, je me suis intéressée à la Chambre régionale des comptes, au droit financier, et je dirais que toujours, et ça a été constant dans ma vie, ça l'est encore, je me suis toujours intéressée à ce qui allait se passer, et à essayer d'anticiper ce qui allait se passer, de manière à m'intéresser à des domaines de droit auxquels personne ne s'intéressait encore. Voilà. Et ça, je pense que c'est une manière très pas agréable, c'est plus que ça, mais très euphorisante d'exercer notre métier. Et donc, durant ces années-là, j'ai enseigné, j'ai été nommée maître de confession en 79, comme ça. Ce que j'ai fait jusqu'en 93, et en 93, je travaillais, c'était toujours à Sciences Po, mais en droit de l'urbanisme. J'ai enseigné à Paris 12 en droit de l'urbanisme. À Paris 1 en droit de l'environnement, c'est une époque où j'ai vraiment fait beaucoup d'enseignements. Puis en 86, je crois, j'ai été élue au Conseil de l'Ordre de Paris. Je suis devenue secrétaire du Conseil en 88, 89. Alors, à l'époque, les filles au Conseil de l'Ordre de Paris, on pouvait se compter sur les doigts d'une main, parce qu'on était moins de 5. Et il y a une des années où on a été 5, et il y a un confrère qui est venu me voir à la sortie de l'élection, il m'a dit c'est un scandale cette année, c'est un véritable gynécée. Nous étions 5. Donc 33. Voilà, mais j'ai eu la chance d'avoir un grand bâtonnier. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec un grand bâtonnier qui était Philippe Lafarge. Nous avons fait la fusion de profession judiciaire avec Philippe. Et ça a été 2 années qui étaient vraiment absolument passionnantes. On a vraiment, j'ai participé à cette transformation de la profession. Et puis, j'ai appris beaucoup au Conseil de l'Ordre. Et surtout, j'ai appris une chose, c'est la difficulté du juger.
Je dirais quelque part, l'avocat, c'est assez confortable. Vous défendez un client, vous défendez une thèse, vous n'êtes jamais obligé de prendre des commis d'office pour un dossier. Et donc, vous défendez votre dossier, vous défendez votre thèse, ça va bien. Juger, c'est une autre affaire. Pour juger, il faut bien sûr l'impartialité, mais il faut prendre en considération beaucoup d'éléments en réalité, qui sont propres à la personne, qui sont propres aux circonstances, Et au Conseil de l'ordre, par-dessus le marché, comme on a une juridiction d'appel qui s'appelle la Cour d'appel, on doit aussi prendre en considération ce que la Cour d'appel pourrait dire. Je vais vous donner un exemple. On a une consoeur qui s'est retrouvée devant nous parce que la pauvre avait renversé au pont de l'Allemagne, là où Diana est effectivement, juste avant le tunnel, un type qui était totalement libre à 2 h du matin, qui était éclairé par rien du tout, et qui s'est amusé à traverser cet endroit. Donc, à 41 heures, elle l'a écrasé. Homicide involontaire, ça c'est malheureusement incontournable. Donc, elle a eu une condamnation pénale. Un avocat fait une condamnation pénale, il doit avoir une sanction ordinaire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je leur ai bien dit, voilà, j'ai commis aucune faute professionnelle, elle avait commis peut-être une faute d'imprudence, mais même pas, elle était éclairée, l'autre n'était pas, il était 3 h du matin, le type était ivre, il n'a même pas vu la voiture, enfin, elle avait toutes les circonstances. Là, on lui a quand même collé 3 mois de suspension, parce que si on ne l'avait pas fait, la Cour d'appel risquait de lui mettre 1 an. Vous voyez? Bon, donc, je vous donne cet exemple-là, vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Voilà, donc nous sommes en 88, 89. 89, c'est l'année où je suis élue à Cabourg. Donc, je suis élue à Cabourg. Là aussi, ce n'était pas un choix préalable. Je n'avais jamais décidé que j'allais être candidate à Cabourg. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur, un de téléphone, en disant voilà, madame, je vais être candidat à Cabourg. Nous avons fait des études, des sondages. Vous avez énormément de chances d'être élu et je vous vois absolument de vous sur la liste. Écoutez, monsieur, oui, d'accord, très bien. Premier point, j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Il avait 11 ans à l'époque. Mon petit garçon a 2 ans, donc j'ai un peu d'autre chose à faire que de gérer Cabourg. Deuxièmement, je suis secrétaire du Conseil de l'ordre, ça me prend 3 jours et demi par semaine, et les 3 jours et demi qui restent, c'est pour mon cabinet et ma famille. Oui, oui, mais je veux absolument, etc. Bon, je lui dis, vous êtes qui? Politiquement, vous êtes quoi? Il me dit, vous savez, ce sera une liste d'intérêt communal, qui est assez normale dans une petite ville. À l'époque, c'était 3000 habitants. Effectivement, il y avait des gens de toutes les couleurs. Lui, il avait une couleur politique, elle avait oublié de me le dire. Et puis, il était directeur de l'hippodrome de Vincennes. Bon, le monde des chevaux, mais je me suis dit, les concessionnaires de la ville de Paris, on a quand même dû regarder un peu son pédigré avant de lui donner une concession, donc ça doit coller. Donc je lui dis, écoutez, monsieur, moi je veux bien vous donner mon nom, mais c'est tout, ne comptez pas sur moi sur la campagne, je ne ferai rien du tout. Je ne viendrai pas, je n'ai pas le temps. Et donc arrivent les élections, et c'était un système de panachage. Qu'est-ce que c'est le panachage? Non, alors je vais vous expliquer. Le panachage, c'est un jeu très sympa pour les électeurs. Vous prenez une liste et vous barrez les gens qui ne vous plaisent pas. Pour les petites communes, oui. Ce n'est possible maintenant dans les communes de moins de 1000 habitants. Non, avant, c'était 3000 habitants, maintenant, c'est 1000 habitants. Donc, c'est un jeu vraiment génial. Donc, vous prenez la liste de l'opposition, la liste de la majorité, une troisième s'il y en a, et puis par tension, je le prends là, Madame Michu sur la seconde, Monsieur on constitue son conseil municipal. Voilà, on fait ce conseil municipal à la carte. Les électeurs adorent. Et je me retrouve deuxième ministre. Alors, au maire, là, je me prends au jeu, et je lui dis, puisque c'est comme ça, je veux un poste d'adjoint à l'urbanisme et à l'environnement. Elle me dit, OK. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ce monsieur n'avait pas tout à fait la même conception de la politique que moi. Car nous n'étions pas plutôt élus, il m'a débarqué à la maison en me disant, texto, entre guillemets, on va s'en mettre plein les poches, et tout, c'est que ça ne se voit pas. Or, j'ai beaucoup de défauts, comme tout le monde, mais
il y en a un que je n'ai pas, je suis d'une intégrité absolue. Et l'éthique a toujours été une règle de vie pour moi. Donc, j'ai tout de suite compris le mec qu'elle avait à faire. Et donc, j'ai pris quelques mesures de précaution pendant 9 mois où j'ai exercé à plein de fonctionnaires adjoints, c'est-à-dire ne recevant jamais personne toute seule, pas qu'on dise que j'avais accepté un peu de vin, une enveloppe, un machin, etc. Donc, il y avait toujours un fonctionnaire, un élu avec moi. J'ai fait des choses bien, mais évidemment, ça finit par claquer entre lui et moi, tout simplement parce que vous voyez ce qu'il faisait. C'était un conseil municipal où il y avait le marchand de couleurs, le libraire, des gens extrêmement gentils et sympas, mais ce qui se passait, ça leur volait 3 kilomètres au-dessus de la tête. Et moi, je voyais bien qu'il crée 2 sociétés d'économie, donc il est président, son directeur de cabinet, quand on a besoin d'un directeur de cabinet, donc lui, 3000 habitants, devient secrétaire général, et le secrétaire général de la commune qu'il avait amené avec lui dans ses bagages devient secrétaire général de la SEM ou trésorier, enfin, dans quel ordre. Et de SEM, comme ça, tout de suite, j'ai vu que ça n'allait pas aller, et effectivement, ça n'a pas été dit. Donc, je suis passée dans l'opposition et ça a été très, très chaud. Ça a été très, très chaud et ça a été très formateur pour moi. Parce que, d'abord, j'ai vu comment on faisait truander. Moi, je ne savais pas. J'ai appris. Ensuite, j'ai vu combien l'État s'en moquait éperdument. Ça m'a beaucoup contrarié. Alors, je suis allée voir les préfets. 3 préfets ont fait 5 ans de mandat. Il y en a un qui a compris qu'il a fait quelque chose, et 2 autres, rien à faire. La Chambre régionale des comptes, ni lumière, ni son. La commission de régulation des marchés publics, la même chose. Ni lumière, ni son. Et moi, je voyais des choses passer, comme par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui est un peu comme ça, il a vendu une rue. Il a vendu une rue. Il y avait un monsieur, et bien fortuné. Cabourg est une ville en demi-cercle, au bord de la mer, avec des rues en demi-cercle, le demi-cercle étant de plus en plus petit à mesure qu'on arrive vers la mer, et des rues en perpendiculaire. Donc, chaque rue a en fait 3 tronçons. Le premier, le deuxième. Et le monsieur en question avait, à la hauteur du deuxième tronçon, une propriété de chaque côté de la rue. C'est évidemment très bien. Je comprends. Donc, il lui a vendu la rue, comme ça. Les 2 étaient réunis, c'était vachement bien. Ben oui, donc on ne vend pas une rue. Enfin. Mais chez nous, à Cabourg, oui, on a vendu une rue. Ben, même là-dessus, il n'y a pas de. Donc, j'ai commencé à faire des recours dans le administratif. J'en ai quand même fait 36 en l'espace de 5 ans. J'ai fini par faire un article 40. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un article 40. Le code de procédure pénale. C'est transmission par code. Et il n'a pas aimé. Je peux m'y attendre. Donc, j'ai commencé à avoir des menaces. Du genre, on ne descend pas d'un train en marche. Mon pare-brise qui était démoli. Mon fils, il était quand même petit, il avait 5 ans. Enfin, c'est pas terrible. Et donc, le parquet de Caen m'a soutenu et il a été mis en examen pour 4 chefs. Il ne s'est rien passé, ça a été dit. Et politiquement, on a obtenu que ce soit dépaysé et il ne s'est rien passé. Ça, c'était 3 ans avant le vote. Voilà, donc il y a eu ça. Donc ça, c'est entre 89 et 95. Entre-temps, il y a eu la femme de Lamco, en 12. Et puis, le cabinet fonctionnait pas mal, on s'est transformé en. Et là, on a eu des associés. Puis en 95, il m'est arrivé quelque chose de tout à fait improbable, de devenir ministre. Là aussi, c'était un hasard. En mars, le 10 mars 1995, Jacques Chirac avait décidé d'inviter les maires de Paris à l'époque, je ne pouvais pas savoir ce que c'était,
Il était maire de Paris à l'époque et il avait décidé d'inviter à la mairie de Paris un certain nombre de femmes. Il y avait quelques titres de notoriété à leur actif. À l'époque, moi, j'avais la moto, même si la vérité, c'était Christian, j'avais la moto plus que moi, mais enfin, j'avais beaucoup travaillé avec lui. J'avais d'autres procès assez retentissants, notamment dans le domaine un peu chaud du nucléaire. J'avais gagné le premier procès, d'ailleurs, je crois que la même chose sur le nucléaire à la Cour de justice de l'Union européenne. J'avais quand même quelques succès à mon actif. Et donc, je me retrouve à séjourner une discussion une trentaine de femmes en face de Jacques et Bernadette Chirac. Donc, j'ai pris la parole sur la question de la parité. C'était déjà de la question de la parité, donc j'ai défendu mon point de vue. Et donc, l'après-midi même, Patrick Stéphanie, qui était le directeur du cabinet de Chirac, m'appelle en disant, voilà, est-ce que vous acceptez de participer à la parité? Moi, je dis, écoutez, je veux bien. Bon, j'ai toujours été une femme du sang. Donc, en fait, Jacques Chirac, c'était en fait un radical socialiste. Il a fait faire les RPA, si vous voulez. Et dans l'âme du gars, c'était un homme très généreux, très sympa, très, très sympa. Moi, je le sentais vraiment comme un radical socialiste, un peu plus problématique. C'était un peu ça, en fait. Et donc, je dis, OK, je suis d'accord. Donc, je fais des notes. Et puis, dans l'entre-deux tours, on me dit, il faut faire passer votre CV. Et je suis convoquée par Gonzo Montagne, qui était le directeur de cabinet d'Alain Juppé au Quai d'Orsay. Et donc, je suis reçue, c'était mercredi, précédé l'élection de Jacques Chirac. Je suis reçue par M. Gonzo Montagne, qui n'avait vraiment rien à voir, rien à faire avec moi. Je peux comprendre, hein. J'ai bien autre chose à faire, donc je m'assieds en face de lui. Je prends un téléphone, deux téléphones, trois téléphones, le cinquième, je dis, le directeur, je suis extrêmement occupé, je ne veux pas vous importuner, je vous laisse procéder, et bon, je suis partie. Et puis, il ne se passe rien, donc Jacques Chirac est venu, rien. Et 8 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone, hein, c'est assez cocasse, c'est la mairie de Caveau, c'est du ordinateur, me disant, monsieur Alain Juppé, vous vous pensez, c'était un lundi. Et donc, Christian et moi partons au Dorsay. Christian s'installe dans un banc à la sortie du Dorsay, moi je monte. Et je suis reçue par Alain Juppé pendant à peu près 1 heure. Et donc, moi je suis assez directe. J'avais fait ce que j'avais fait jusque-là, donc on m'a demandé de un peu. Et donc, à l'issue de cette entretien, il me dit très bien, si je suis nommé Premier ministre, est-ce que vous acceptez d'entrer dans le gouvernement? Et finalement, comment dire, à la fois très flatté, et sans mesurer complètement ce qui est en train de se passer, je mesurais après, mais à ce moment-là, non, j'ai dit oui. Oui. Il me dit, bon, ben, très bien, on vous appellera d'ici la fin de la soirée. Et donc, le lendemain, donc le mardi soir, je reçois un coup de téléphone à 18h. Allô, ici Alain Juppé. Bonjour madame, la réponse à la question posée, c'est oui. Vous êtes libre de tout engagement à partir de jeudi midi. Embargo sur cette nouvelle. Au revoir madame. Et je n'ai pas pu en placer une. Savoir si c'était bien l'environnement. Je pensais bien qu'il n'allait pas me donner l'agriculture. Enfin, bon, savoir si j'étais ministre ou secrétaire d'État. Je ne savais rien du tout. Et donc, on a attendu le jeudi après-midi avec mon mari et mes enfants chez nous, dans notre appartement, à regarder la télé pour savoir si c'était vrai. Et non. Si c'était vrai et si j'étais bien ministre de l'Éducation. Voilà. Donc, je me suis retrouvée ministre de l'Environnement avec, comme situation professionnelle, c'était quand même extrêmement compliqué. J'étais au lycée Baron, bien sûr, c'est normal. Mon malheureux mari s'est retrouvé du jour au lendemain. Moi, j'ai toujours été une grosse travailleuse.
Je devais gérer 600 ou 700 dossiers, hein, quelque chose comme ça. Ça pouvait être 700 dossiers. Avec l'obligation de se départir de tous les dossiers qui opposaient au ministre de l'Environnement. Et il y en avait un paquet, évidemment. C'était quand même l'essentiel de notre activité. Et vraiment très, très facile. Hein. Mais bon, j'ai un mari exceptionnel et qui m'a vraiment toujours accompagné dans ma vie et dans les choix que j'ai faits en les temps. Le mardi soir, quand il s'est massé, j'arrive en pleurs dans son bureau. C'est pas possible, je ne peux pas accepter. Tu te rends compte que le corps n'est pas le terme que j'ai envoyé, dans lequel on va se trouver, tu te rends compte ce qui va se passer. Tu te rends compte pour le cabinet, parce qu'on avait quand même monté ce cabinet de deux bras, hein, et à la sorte de notre front. Ce qui va se passer, tu es malade, c'est une chance qui ne se représente pas dans la vie, tu y vas, et je me débrouille. Effectivement, c'est clair. Donc, j'ai été ministre de l'Environnement pendant 2 ans, 95-97, avec des moments faciles, des moments pas faciles du tout, jusqu'à la dissolution. Surtout si vous voulez me poser des questions sur ce que j'ai fait pendant ces 2 ans, je m'en poserai, jusqu'à la dissolution en 97. Au cours de ces 2 années que j'ai passées au gouvernement, je dirais que j'ai beaucoup de regrets. Il y a des tas de choses que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pu faire, mais j'ai aucun remords. C'est-à-dire que je n'ai jamais transigé avec les choses qui pour moi étaient fondamentales. Les choses qui n'étaient pas. Bon, j'avais des arbitrages désagréables, enfin, c'est normal. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie d'amis. On ne gagne pas tous ces arbitrages. Mais sur les choses fondamentales, et en particulier sur l'affaire des cristalline, je n'ai pas cédé. J'ai mis ma démission dans la balance. Donc, comme dit, je ne signerai pas ça. Donc, vous prenez un autre ministre, vous le signez. Oui, alors, oui, je vais vous raconter ça. Bon, qu'est-ce que c'est que Grace Malville? Si vous êtes jeune, vous savez pas ce que c'est. En 1988, la France a eu une idée qui n'était pas idiote, hein, de créer ce qu'on appelle un surgénérateur. C'est quoi un surgénérateur? C'est un réacteur nucléaire avec des crayons de combustible qui, au lieu d'être changés, donc ce qui nécessite d'aller chercher de l'uranium dans des pays permet de réutiliser constamment les mêmes crayons. Comment ça se passe? Vous avez imaginé le barillet d'un pistolet, des trous comme ça, des trous. Vous avez les crayons de combustible nucléaire qui sont dans le trou. Le tout baigne dans une solution de sodium, et c'est le sodium qui recharge les crayons. Donc, sur le papier, c'est parfait. Donc, le décret de création sort en 80. Pas de bol. Quasi immédiatement, on se rend compte qu'il y a des fuites de sodium. Au départ, les ingénieurs disent non, c'est des appareils de mesure qui ne vont pas bien, mais il n'y a pas de fuite de sodium, c'est pas possible. Donc, on a tout arrêté. Pourquoi? Parce que les fuites de sodium, c'est très dangereux, car le sodium brûle au contact de l'air. C'est des feux qu'on ne sait pas éteindre. Donc, on a tout arrêté. On a vidé les fuites de sodium et on a dû réinventer un système pour permettre de changer les crayons nucléaires qui ne pouvaient plus être rechargés. Et donc, il y a un nouveau décret qui sort en 1990, peut-être, que j'attaque, au nom de la ville de Genève et du canton de Genève, c'est-à-dire de l'État fédéral, du canton fédéral de Genève, en considérant que c'était en fait un nouveau projet et qu'il fallait refaire les études nécessaires à ce nouveau projet. Le Conseil d'État me donnerait. On est en 93, gouvernement Balladur. Donc, le ministre de l'Environnement, Michel Barnier. Et donc, le gouvernement Balladur réautorise le redémarrage de Salville, mais à une condition. C'est que la priorité soit donnée à la sûreté. Évidemment, c'est un peu bancal, cette installation. Elle n'avait pas été conçue comme ça. Et donc, là, le couplage au réseau, c'est-à-dire le fait que ça produise l'électricité qu'on met dans le réseau,
était un objectif second. L'objectif premier, c'était d'assurer la sûreté et de faire de la recherche pour voir ce qu'on pouvait faire en fait de cette affaire. Je réattaque 93 de l'arrêter en disant ben, encore pas de chance, dans la procédure. Vous avez dans l'enquête publique mis à l'enquête publique un réacteur classique et vous n'autorisez qu'un réacteur de recherche. Et donc, même si c'est mieux, la sécurité, ce n'est pas la même chose. Or, vous ne pouvez pas autoriser quelque chose qui n'a pas été signé. Nous sommes en 80. Je ne sais pas à l'époque, évidemment, que je devenais un ministre de l'Enquête. Et donc, évidemment, le dossier de Presnadi part du cabinet, comme tous les autres dossiers d'environnement, en 95, c'est évident. Et donc, en 97, arrive la décision du Conseil d'État, qui avait quand même mis 4 ans pour juger, et qui annule la déclaration d'utilité publique sur le moyen de bien d'usabilité, qui pour moi était évident, bien important. Donc, je reçois l'instruction du Premier ministre de signer le décret de redémarrage. Je dis non, je ne le signerai pas. Non, parce que le signer veut dire qu'on fait redémarrer un réacteur classique, donc que les mesures de sûreté qui ont été prises précisément en raison de la fragilité de cette installation ne seront plus mises en place. Et moi, je ne prends pas cette responsabilité-là. Donc, si vous voulez faire redémarrer ce truc, vous nommez un autre ministre, il le fera très volontiers, et moi, je le ferai pas. Alors, j'ai eu, je passe sur les détails, une soirée dantesque, un vendredi soir, parce qu'Alain Juppé est parti à Bordeaux, donc j'avais plus beau montagne au téléphone. Il me dit, mais qui on va nommer? Ben, je lui dis, écoutez, je m'en fous complètement, c'est votre problème, c'est pas le mien. Hein. Vous allez bien trouver quelqu'un qui acceptera d'être ministre, ça se trouve quand même, c'est pas très compliqué. C'est vrai. Donc j'ai tenu bon, et finalement, j'ai gagné, puisque le Premier ministre a décidé de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis sur l'exécution de l'arrêt du Conseil d'État. Et Castaldi s'est arrêté. Et comme vous le savez, en 1997, après la brillante décision de l'Assemblée nationale, le gouvernement a non moins brillamment perdu l'élection. J'ai été remerciée comme tous les autres. Et je suis redevenue avocate. Avec un certain plus. Il y a Christian, quand je suis sortie du gouvernement, j'ai dit finalement je serai éternellement vacante. Alors, c'est pas vrai, je suis quelqu'un qui travaille énormément, mais il faut comprendre, c'est que la charge mentale d'être membre d'un gouvernement est très lourde. Et ministre de l'Environnement, ça paraît sympa parce que c'est la nature. Ouais. Sauf que c'est tous les risques industriels. C'est le ministre de l'Environnement. Et moi, j'ai passé 2 ans avec ce qui était à l'époque le téléphone portable, un truc énorme, à me dire pourvu que ça ne sonne pas. En fait, heureusement, ça n'a sonné plus. J'ai eu la chance. Donc, j'ai repris donc, mon activité d'avocate en 1997 et j'ai repris mon activité d'enseignant. Et donc, je suis devenue professeur à Sciences Po et j'ai eu la première chaire de développement durable, le premier cours de droit du développement durable en 1980. Dans le même temps, donc, je vous ai parlé du nucléaire, il y a un autre dossier qui a beaucoup retenu mon attention, où j'ai gagné l'arbitrage, cette fois-ci, qui est celui des organismes génétiquement modifiés. Vous savez tous ce que c'est des OGM. Oui. Alors, l'histoire des. Je passe trop long, mais quand même. On n'est pas enfin, je vais quand même vous expliquer un peu ça. L'histoire des OGM, parce que ça me donnera l'occasion de vous parler un peu du volet associatif de ma vie. L'histoire des OGM, c'est une histoire qui débute lorsque le Roundup c'est glyphosate, on dit quelque chose, je suppose, tombe dans le domaine. Pardon ? Oui, à l'époque, oui, pour tout le monde. Le brevet du Roundup, du glyphosate, tombe dans le domaine public.
Monsanto, qui fabrique le Roundup, se dit ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ils ont une brillante idée, ils disent on va fabriquer des plantes qui vont être tolérantes au Roundup. C'est-à-dire qu'on pourra en verser autant qu'on veut sur cette plante, le Roundup, bien coller la dose de pesticides qu'il faut, et la plante, il n'arrivera rien. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à la plante, ça arrive à ce qui est autour, et ce qui arrive à nos estomacs quand nous, on a mangé la plante. Hein? Bref. Et donc, je me retrouve en 80, l'histoire débute en début de l'année 96, avec le fait qu'arrive sur la table du Conseil des ministres de l'Environnement l'autorisation du, alors c'était pas du Roundup, c'était d'un maïs Novartis, mais c'était le même sujet. Pourquoi? Parce que Michel Barnier, mon prédécesseur, avait déposé en 1993 le dossier de demande d'autorisation Novartis. Il faut savoir qu'en 96, à ce moment-là, la France était en face, la France et le monde était en face d'un problème sanitaire important, c'était celui dont vous avez peut-être entendu parler, de la vache folle. Et nous apprenons au début de l'année 96 que le prion, qui est donc à l'origine de cette maladie de la vache folle, est transmissible à l'homme. Ça ne branle pas de combat, quand même. Hein. Et donc, je vais voir à l'ajouter, je dis quand même, on n'est pas tombé sur la tête, on apprend que la barrière des espèces est franchie, on ne va pas autoriser une mutation génétique sur une plante sans avoir aucune connaissance de l'effet que ça peut avoir sur le reste du vivant. Et à l'époque, je me fais envoyer dans les 24. Donc, j'ai des instructions que je demande écrites, Bruxelles, pour défendre ce dossier. Chance, grande chance. Et 14, on était 15 à l'époque, on n'était pas 28, mais 27. Et 14 autres n'en veulent pas. Et donc, je vais voir notre ambassadeur permanent, Percellane, je dis, monsieur l'ambassadeur, on va pas être tout seul pour les 14. Il dit non. Donc, je n'ai pas eu à voter. Mais ça ne change rien au problème parce que quand le Conseil ne vote pas, le sujet repart à la Commission. Et c'est la Commission qui décide. À la fin de l'année 96, nos camarades américains avaient envoyé dans tous les ports du nord de l'Europe des bateaux chargés à crever de maïs OGM qui étaient en train de dépérir dans les soutes de ces bateaux. Donc, il y avait une pression sur l'Europe absolument terrible. Et donc, la Commission européenne autorise le Roundup. Restait les autorisations de mise sur le marché, et elles sont nationales. Et là aussi, hasard de la vie. Il se trouve que je vais voir mon collègue ministre de l'Agriculture, qui est beaucoup, Philippe Vasseur, que j'aime beaucoup, Philippe Vasseur, et j'allais le voir pour le problème de mise aux normes des bâtiments d'élevage. Et je lui dis, avant qu'on parle du FPOA, je veux parler d'un truc, je veux parler des OGM. Ah, il me dit, ben, tu tombes vachement bien. J'ai sur mon bureau l'arrêté d'autorisation de mise en culture des OGM. Parce que au niveau européen, c'est moi qui étais compétente, mais au niveau français, c'est le ministère de l'Agriculture. Et moi, je n'avais aucune vision de ce que décidait le ministre de l'Agriculture. Je lui dis, je t'en prie, c'est pas ça. Et il me dit, OK, demain, nous avons un débat au Conseil des ministres sur les deux technologies, qui était prévu présent avec une communication de notre collègue de la recherche, François Doubert. On va en parler. Et bien, je lui dis, oui, ça tombe bien, parce que moi, je me suis inscrite pour participer, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas la parole comme ça. Le ministre, il fallait s'inscrire, parler d'un sujet. Et donc, je m'étais inscrite, et en Conseil des ministres, j'ai obtenu le moratoire sur la mise en culture des OGM. Alors, en fait, ce qui est très amusant, c'est qu'en janvier, j'avais écrit à l'AJP, assez bien, pour lui expliquer pourquoi il y avait un problème. Parce que depuis le mois d'avril, le sujet avait commencé, je ne connaissais pas bien, j'avais beaucoup travaillé. Et j'avais écouté les cours, les comptes. Donc, je m'étais vraiment fait une idée, je commençais à bien comprendre le sujet. J'avais fait une longue lettre
3 ou 4 pages pour lui expliquer qu'il y avait un problème. Il n'avait jamais répondu. Et donc, au Conseil des ministres, il dit, j'ai été convaincu par le courrier que Mme Lepage a envoyé, et donc je suis favorable au moratoire. Et donc, j'ai obtenu le moratoire sur les OGM, ce qui est vraiment pas gagné. Mais en sortant du gouvernement, j'ai quand même été assez effarée du type d'information dont j'avais discuté. C'était totalement biaisé. Et avec des scientifiques de renom, est venu me raconter des blagues. Quand je posais la question de savoir est-ce qu'il y a un risque de contamination. Donc, tout le monde sait qu'il y a un risque de contamination du maïs OGM sur les autres plantes. On en trouve simplement. J'ai dit absolument pas. Et en plus, en le traitant quasiment de débile. Disant, madame, si vous étiez un peu scientifique, vous seriez. Il ne peut pas y avoir de contamination parce que le maïs n'existe pas à l'état sauvage en France. Et donc, en sortant de là, je me suis dit, on a besoin d'une information indépendante. Et j'ai créé une organisation qui s'appelle le FRIGEN, c'est-à-dire Commission de recherche d'information sur le génie génétique, que j'ai présidée jusqu'en 2009, date à laquelle j'ai été élue au Parlement européen, et donc j'ai démissionné du FRIGEN parce que je ne voulais pas être en conflit d'intérêt, même si je n'avais pas un centime, c'est pas une question d'argent. Mais je ne voulais pas être en conflit d'intérêt sur ce sujet dont je savais que j'aurais à parler au niveau communautaire. Voilà, donc ça a été la première grosse association que j'ai créée. Donc ensuite, en 2009, j'ai eu la chance d'être élue au Parlement européen. C'est un mandat formidable, vraiment extraordinaire. J'ai adoré ce mandat. C'est absolument passionnant. D'abord, le mélange de cultures au niveau du Parlement européen, c'est très intéressant. La méthode de travail est passionnante, parce que ce n'est pas du tout comme chez nous, où c'est complètement figé. Au Parlement européen, il faut chercher sa majorité. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de majorité. Donc il faut convaincre. Il faut aller chercher des majorités, et on va les chercher avec les dents, hein. Mais on n'y arrive pas. Et alors, j'ai oublié de vous dire quand même, juste avant, en 1999, il y a eu l'affaire Rebecca, qui était un très gros dossier ici. Donc, c'est encore une pollution de l'air par les hydrocarbures. Je dirais que j'ai fini ce travail de la moto. Pourquoi? Parce que dans l'affaire de l'Erika, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pétroliers avaient décidé de devenir affréteurs. Et donc, dans l'affaire de l'Erika, l'affréteur, c'était Total. Et Total avait affrété en toute connaissance de cause un bateau sous pourri. C'était son dernier voyage. Du reste, ce qui est très surprenant, c'est que rien n'était prévu pour après ce voyage. Ni la casse, ni la réparation. Et donc, Total avait passé un contrat avec les voyous des mers, qui étaient les gérants de ce bateau, sur lesquels les propriétaires ne pouvaient plus mettre un centime. Et Total, ce faisant, n'avait pas respecté ses propres règles dites de vetting. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas le droit de choisir ce bateau parce qu'à l'époque où il l'a choisi, l'expiration de validité des documents de sécurité avait expiré. Il n'était plus navigable. Il n'empêche que, lorsque j'ai pris le dossier, je me suis dit que j'avais un problème majeur sur les bras, c'est que je risquais de gagner sur la responsabilité pénale et de perdre sur la responsabilité civile. Pourquoi? Parce que la convention dont je vous ai parlé tout à l'heure, la CLC, avait été comme par hasard modifiée en 1992, après que j'ai gagné la moto. Quand les affréteurs quand les pétroliers n'étaient plus propriétaires, ils avaient obtenu la modification de cette convention pour que les affréteurs ne soient plus responsables. Et en fait, pour être responsable, il fallait avoir causé volontairement l'accident. Il faut le prouver, prouve-le. Donc je me suis dit, c'est là encore le bonheur de ce métier, il faut que je trouve un truc. Parce que je risque de perdre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que les colludes
soit indemnisé. Et donc, j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais vous savez, quand vous êtes en face mes confrères vont vous dire la même chose, quand vous êtes en face d'un mur contourné, le mur ne vous montrait pas. Il faut trouver autre chose. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais après tout, ces boulettes dans la mer, c'est quoi? Votre avis, c'est quoi, des boulettes dans la mer? Ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle? Et ça s'appelle des déchets. Ah oui. Ah oui. Comment vous voulez appeler ça? Et donc, je suis partie sur la législation des déchets. Et j'ai assigné Total devant le tribunal du commerce de Saint-Nazaire pour qu'il récupère ces déchets et qu'il soit déclaré responsable de ces déchets. Oh, les maritimes, les folles, c'est tout. Non, j'ai perdu à Saint-Nazaire. J'ai perdu à la Cour d'appel. La Cour de cassation a dit, c'est pas complètement crétin, il dit, il y a une question préjudicielle sur la directive de 75 sur les déchets. Et elle a posé 3 questions à la Cour de justice. Première question, est-ce que ce qu'il y avait dans les couches, c'était déjà des déchets? C'est ce que je soutenais, parce que c'était un pétrole très lourd. Mais est-ce que c'est du goudron? Ben, c'était du goudron réchauffé. C'est ça, le pétrole. Donc, c'est le résidu de la cuve de fabrication du pétrole. Deuxième question, est-ce qu'on peut appeler déchets les boulettes qui sont dans la mer? Troisième question, est-ce que Total, qui est le producteur du produit générateur du déchet, peut être considéré comme responsable alors même qu'il y a la Convention sur la responsabilité civile des pollutions en mer qui exonère sa responsabilité? Et la Cour de justice a répondu sur le premier point, non, ce n'est pas un déchet. Sur le deuxième point, oui, c'est un déchet. Et sur le troisième point, oui, Total est responsable. Pourquoi? Parce que s'il a contribué à ce que se produise l'accident, qui a transformé les produits en déchets, il est responsable de l'émission de ce déchet. Et donc, dans la partie qui n'est pas supportée par le support, il doit garantir les différences. Et donc, j'ai gagné. Et puis ensuite, j'ai gagné à la Cour de cassation sur l'autre affaire, en fait, il y en a eu 2 parallèles. Sur l'autre affaire, c'est-à-dire qu'en 92, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité de l'affréteur était engagée sur le plan pénal. À l'époque, c'était une toute petite somme, peut-être 150 000 euros, un truc comme ça. Donc, total, 150 000 euros, pas vraiment dissuasif. Mais par contre, a considéré qu'il était responsable en termes civils parce que la négligence grave qu'il avait commise en ne respectant pas les règles de victime était assimilable à la volonté de la prise de risque volontaire d'un accident. Et donc, on a fait juger ça, et en même temps, le préjudice écologique a été reconnu pour la première fois. Et donc, les communes ont touché une indemnité pour leur préjudice écologique, comme les associations. Et donc, cette décision de 90, c'est une décision vraiment très marquante du droit français et du droit européen, d'ailleurs. Parce que ce qui est marrant, c'est que je l'ai retrouvé après, comme députée européenne, quand je me suis battue pour qu'il y ait une législation sur les plateformes pétrolières en mer. Donc, il y a eu l'accident dans le golfe du Mexique. Je dis à mes collègues, vous savez, ça nous est arrivé aussi, parce qu'on en a quelques-unes des plateformes. Et la commission m'a répondu, mais madame, on n'en a pas besoin, il y a la jurisprudence de la Cour de justice sur les déchets. Donc voilà, c'est pareil, 92 a été, pardon, 2012 a été vraiment important. Et puis, ben voilà, donc j'ai fait mes 5 ans au Parlement européen avec vraiment beaucoup de bonheur. Et puis, ben, j'ai repris uniquement ma casquette d'avocate en défendant des choses qui me plaisent. En faisant avancer le droit, comme j'ai envie de faire avancer, avec l'affaire Ronsan, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le premier procès qui est en France, avant la fin du siècle, où j'ai été condamné l'État. Et ça continue, on est à la saison 3 de la série, parce que l'arrêt du Conseil d'État
Là, c'est ainsi de suite. Donc, je suis à l'injonction sous astreinte. Et comme je le disais à ma collègue, je plaide la semaine prochaine, mercredi, à la Cour européenne des droits de l'homme, le premier Conseil climatique européen, devant donc la CEDH, en grande chambre, pour faire juger, reconnaître, je ne sais pas si je vais dire, etc., pour faire reconnaître que le fait de ne pas d'avoir une carence climatique contrevient au droit à la vie et au droit à une vie familiale durable, article 2, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut reconnaître désormais un droit à un climat stable, qui est la condition même de la vie sur Terre. Voilà. Vous écoutez ça, c'est très excitant. Hein. C'est très excitant la semaine prochaine. Voilà. Et c'est le genre de mène des procès comme ça, un peu exemplaires, sur des sujets de santé environnementale, pas mal de sujets, en faisant avancer ces choses et puis en gardant aussi une activité associative très importante. Un petit mot sur un dernier point qui me tient particulièrement à cœur, qui est la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Alors, ça, je vais vous en dire un petit mot. D'abord parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont nous rejoindre dans ce mouvement. L'histoire commence en 2015, avant la COP21, quand le président de la République de l'époque me demande de rédiger un texte qui fonde la responsabilité générationnelle, c'est-à-dire de nos générations par rapport aux vôtres, et celles qui viennent. Ça, c'est un sujet qui vraiment me passionne. Et donc, j'ai mis en place un petit groupe de travail et nous avons écrit une déclaration universelle des droits et devoirs de l'humanité. Extrêmement simple, avec 4 principes, 6 droits, 6 devoirs. Ce texte a beaucoup plu au président de la République, il n'a pas du tout plu au Quai d'Orsay. Donc, François Hollande a pris sa parole, l'a envoyé aux Nations Unies en début de l'année 2016, et m'a dit maintenant, il faut que vous vous débrouillez avec ça. En gros, c'est fréquent en France, on vous dit de faire les choses, mais vous avez zéro moyen pour les faire. Très, très habituel. Et donc, j'ai fait avec mes petites mains, comme je pouvais. Donc, j'ai constitué une association qui s'appelle l'Association des Amis de la DDHU, avec notre site c'est droitshumanité.fr. Et y aller, vous verrez tout ce qu'on a fait depuis 6 ans. C'est quand même assez impressionnant. Nous sommes maintenant une association reconnue par l'ONU, puisque nous avons ce qu'on appelle un statut ECOSOC. L'ECOSOC étant l'équivalent du Conseil économique et social, si vous voulez, au niveau de l'ONU. Il y a un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui sont reconnues à l'ECOSOC et qui peuvent donc proposer des résolutions à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est ça le but du jeu. De très grandes villes ont signé aujourd'hui la DDHU, des villes françaises, il y a aussi San Francisco, Madrid, Copenhague et quelques autres. Nous sommes soutenus par la plus grande association de villes du monde, qui s'appelle la CGLU, Cité Groupement Locaux Unis, c'est 250 000 villes dans le monde. Pas mal, 5,5 milliards de gens en arrière, par des universités. Sciences Po a signé il y a 6 mois, la DDHU, des universités américaines, des universités italiennes, des universités françaises, qui l'ont signé par les barreaux. J'étais très soutenue par tout le barreau français, les conférences des bâtonniers, CNB, barreau de Paris, UJA, tout ce que vous pouvez imaginer, par le barreau européen et par une trentaine d'autres barreaux dans le monde, par 80 ONG, dont 20 sont ECOSOC, et par une série de personnalités. Et donc, maintenant, nous sommes partis pour essayer d'avoir une reconnaissance au niveau de l'ONU, mon but. Nous avons 80 ambassadeurs dans le monde, dont une trentaine de jeunes. Bienvenue, welcome, pour porter la DDHU, la faire connaître et la faire signer dans leur pays respectifs. Dans 80, c'est pas 180, mais enfin, c'est pas mal quand même. Dans le monde, avec aujourd'hui un conseil d'administration qui est planétaire, avec un japonais, un canadien, un américain, 2 africains, plusieurs européens. Nous gérons notre petite boutique avec nos petits moyens, mais on y croit. On pense que, surtout dans des périodes comme celles que nous vivons actuellement, qui sont des périodes d'extrême violence, qui sont des périodes de guerre, où on ne parle que de ça,
la DDHU est un instrument de progression du droit. C'est une déclaration, donc ce n'est pas une convention au sens juridique du terme. Et vous savez qu'on est aussi entré dans une période de droit souple. Et le droit souple, en fait, c'est beaucoup plus peut-être aujourd'hui que le droit dur qu'on n'arrive plus à faire avancer. Parce que les conventions internationales sur l'environnement n'arrivent plus à avancer. J'espère que la DDHU, on pourra l'apporter jusqu'à son terme. Voilà, j'ai terminé, j'étais un peu long, mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez créé 421. Ah, 421, je l'ai créé en 96, quand j'étais au gouvernement. Il n'a rien à voir avec Coupe. Non, il n'a rien à voir. CAP 21, ça veut dire citoyenneté, action, participation pour le 21e siècle. On était en 96. J'étais persuadée que l'écologie n'était pas un problème de droite ou de gauche. Je le reste aujourd'hui, même si les événements jusqu'à présent n'ont pas vraiment donné raison. J'ai toujours été persuadée que l'écologie, elle n'était pas à droite ou à gauche, elle était devant. C'est-à-dire que c'était un mode de transformation de nos vies. Et qu'on avait besoin de tout. Et on avait besoin de tout. C'est-à-dire à la fois des outils de marché, parce que c'est quand même ce que fait marcher l'économie, mais en même temps de la compréhension de la solidarité que nous avons entre nous et avec tout le vivant de nous-mêmes. Et que c'est cette nouvelle manière de vivre qu'il fallait rendre souhaitable et possible. Que donc ça, c'était un sujet qui se transcendait. Des divisions qui reposent sur des idéologies qui sont du 19e siècle. Le libéralisme, c'est le 19e siècle, le socialisme, c'est le 19e siècle, le communisme, c'est le 19e siècle. C'est des idéologies qui se sont transformées au cours des années, bien sûr, mais dont les fondements répondent à l'état des sociétés de ces époques-là. L'état de nos sociétés aujourd'hui, il demande autre chose. La transformation que nous allons devoir vivre dans un laps de temps extrêmement court, c'est ça qu'il faut comprendre, extrêmement court, impose de passer au-dessus de tout ça. Parce que c'est notre vie qui est en cause. Et la mienne, ça n'a pas beaucoup d'importance vu mon âge, mais vous devez avoir la vie devant vous. Et c'est votre vie à vous qui va être totalement bouleversée. Et donc, on a besoin de tous les outils intelligents pour faire cette transformation dans des délais qui sont extrêmement courts. Vous avez, je pense, entendu parler du rapport du GIEC qui est sorti hier, qui montre qu'il y a une carte dedans intergénérationnelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Impressionnant. Qui montre la situation des gens nés en 1950, en 1970, en 1990 et en 2010 ou 2020. Regardez la carte. C'est impressionnant. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment trouver les moyens d'emmener tout le monde. C'est pour ça que l'écologie ne doit pas être prisonnière d'un camp plutôt que d'un autre. Il faut arriver à embarquer tout le monde. Sinon, on n'y arrivera pas. Et alors, je n'ai pas eu un succès extraordinaire avec CAP 21, soyons clairs, politiquement. Mais, on en parlait tout à l'heure. Non, maintenant, on est revenu, nous. On est revenu, nous, si on a fusionné avec un autre petit mouvement qui s'appelle le Rassemblement citoyen. On s'appelle CAP 21, le Rassemblement citoyen. Mais on est un petit mouvement, pas beaucoup d'élus, on a une cinquantaine d'élus en France. Mais on a été très en avance sur beaucoup de sujets qu'on a portés. Et moi, je trouve ça très bien que les sujets soient repris par les autres. Je veux dire qu'il n'y a pas d'égo dans ce domaine-là. Il y a simplement le désir de participer à une œuvre commune. Alors, Et si vous avez des questions? Je vous ai tellement informé. Bon, j'en ai plusieurs, ça va permettre ça va lancer la machine. Une première sous forme digitale, avant d'aller dans la juridiction européenne, vous m'auriez conduit de faire un petit référé sur l'administratif en termes de je vais ramasser le piège, un peu de clair dans le monde. Ça, c'était ma digitale, mais j'ai une autre question un peu plus sérieuse et qui concerne la situation des élèves avocats que vous avez du concours de formation publiciste. Oui.
j'imagine que vos propos ont peut-être touché certains privatistes. Est-ce que c'est compatible d'avoir fait des études purement de droit privé pour venir dans le secteur de l'écologie, ou est-ce qu'il faut d'abord et avant tout être un vrai publiciste? Parce que j'ai bien compris que vous aviez un certain nombre d'actions pour attaquer les dispositions réglementaires. Ah, mais je fais du droit privé aussi. Hein. Voilà, c'est quoi moi, le profil aujourd'hui? Je suis publiciste, donc si vous voulez, je suis partie de ce que je savais faire. Parce que je ne suis pas obligée en fait. Mais le droit de l'environnement, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en termes de conseil, je monte des opérations, énormément d'opérations d'énergie renouvelable. Des baux privés, mais c'est aussi du droit public, parce qu'il peut y avoir pour les collectivités locales des baux amphithéotiques, des choses comme ça. Au cabinet, j'ai des publicistes. Nous sommes des privatistes et des publicistes. Le droit de l'environnement, c'est vrai qu'au départ, c'était un droit public. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui fait. Mais on se rend compte que c'est de plus en plus, en fait, du droit privé. Aujourd'hui, par exemple, je fais beaucoup de RSE. La RSE, c'est du droit privé. Donc, on peut y venir par toutes les formations parce que ça touche à tous les domaines du droit. Il y a du droit international, il y a du droit européen, évidemment. Il y a du droit public, il y a du droit privé, civil et pénal. Le pénal de l'environnement, par exemple, est un domaine qui est en pleine extension. Et au cabinet, un spécialiste de droit pénal ne fait que du droit pénal de l'environnement. Il a une spécialité droit pénal. Voilà. Donc, on peut tout à fait y venir par le droit privé. Il n'y a aucun problème. Je veux dire qu'il y a tellement de domaines. Quand j'ai commencé à faire du droit de l'environnement, il y a 50 ans, c'était presque ça. Je vais avoir mes 50 ans de barreau dans 10 ans. Le droit de l'environnement, c'était le droit de la protection de la nature et le droit des pollutions industrielles. C'est simple, en gros, c'est ça. Et aujourd'hui, le droit de l'environnement, c'est le droit climatique, c'est le droit sanitaire, c'est le droit de l'alimentation, c'est le droit de la consommation, c'est le droit des transports, c'est le droit de l'urbanisme, le droit de l'immobilier, de la construction. C'est une partie du droit social, parce que maintenant il y a un volet environnemental dans le droit social, vous savez mieux que moi. Donc, tous les domaines du droit sont interpellés. En fait, c'est en train de devenir une espèce de vague qui envahit tous les domaines juridiques. Donc, il y a tellement de choses à faire, on n'est pas spécialiste de tout, mais on peut s'intéresser à l'environnement avec n'importe quelle formation, parce qu'il y a quelque chose à faire dans le domaine. On a dans tous les domaines du droit privé, pas le droit de la famille, mais ça pourrait bien venir aussi. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de domaines du droit qui échappent, même le droit fiscal. Il y a un volet environnemental qui est important. Tous les domaines. J'ai une deuxième question. Oui. Vous êtes plutôt dans votre présentation, en tout cas, l'avocate des victimes, oui. que ce soit des communes, que ce soit des associations, etc. Est-ce que demain, si un pollueur vient vous voir, alors ça arrive, je vais vous dire. Dogmatiquement, éthiquement, est-ce que vous assurez sa défense? Ça dépend. Ça dépend. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que notre cabinet est le premier cabinet d'avocats validé société anonyme. Comme une entreprise anonyme. Donc, nous avons une charte éthique qui est assez rigoureuse. Nous défendons beaucoup d'entreprises, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment je vivrais si je ne défendais que des victimes de pollution. Je ne le ferais pas, nous, on a dit que c'est impossible. Donc, nous défendons des pollueurs. Mais pas n'importe lesquels et pas pour n'importe quoi. Tout le monde peut être pollueur. Toute entreprise, elle peut avoir un problème avec l'agréal parce qu'il y a un machin qui n'est pas là où il faut. Tout aménagement n'est pas à rejeter parce que c'est mauvais a priori. C'est pas la vie, n'est pas comme ça, c'est pas binaire. Donc oui, je travaille avec beaucoup d'entreprises, mais toujours dans l'esprit de faire de l'amélioration, de faire du mieux, de faire le mieux possible. Et ça, c'est finalement très intéressant, parce qu'au moins, c'est utile. C'est-à-dire que quelqu'un a un pépin, on sort son pépin, mais je dirais que la contrepartie, c'est qu'il n'en ait pas un deuxième. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience des conséquences et que ça change. Et en général, ça marche très bien. Par contre, il y a des dossiers que je refuse. Parce que je considère que c'est le type qui est une attitude purement, je dirais, lucrative
autour de la pollution. Il y a assez d'avocats, dont j'ai formé beaucoup d'ailleurs, sur la place de Paris qui défendent les pollueurs pour qu'il n'y ait pas besoin de blanchiment. Donc, si c'est pour avoir mon nom, parce que en fait, c'est ça, hein, bah, c'est non. Voilà, donc ça n'arrive pas souvent, mais 3-4 fois par an, je refuse de prendre tel ou tel dossier en disant je ne me sens pas comme ce dossier-là. Mais ce n'est pas du tout a priori. C'est vraiment du cas par cas. Et comme en plus on a une gestion très collaborative au sein du cabinet, on vote. Quand il y a un dossier sur lequel on a un problème, je fais voter tout le monde. Je le dis à la règle de la majorité. Et en général, il y a voire l'unanimité. On est en général tous d'accord. Ah, voilà. Merci de votre présentation. J'aurais aimé savoir, parce que vous avez exercé dans des secteurs différents, à des niveaux aussi différents, national et européen. Je voulais savoir si vous êtes senti dans les différents postes que vous avez pu exercer plus influente à certains moments par rapport à vos engagements et vos convictions. Et à l'inverse, est-ce que dans d'autres, à quel moment vous êtes plus contrainte par les personnes qui Alors, ça fait que vous me posez une question qui pour moi est de plus en plus importante à mesure que je prends de l'âge, c'est celle de l'efficacité. Il ne me reste pas un paquet d'années extraordinaires devant moi. J'espère que Dieu me prêtera il y a encore quelques années. Enfin, l'essentiel de ma vie, il est quand même derrière. Donc, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'être efficace. Je pense que je le suis beaucoup plus dans les actions politiques, les actions juridiques que je mène, que je ne pourrais l'être au sein d'un gouvernement au sein duquel on ne m'a pas proposé de rentrer, mais très franchement, je n'aurais pas envie de rentrer. J'ai essayé d'être aussi efficace que possible à différents moments de ma vie, dans différentes fonctions que j'ai exercées. Comme ministre, je pense avoir fait des choses. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas de remords, j'ai des regrets. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. Et du reste, j'ai écrit un bouquin en sortant du gouvernement. J'ai écrit une trentaine de bouquins dans ma vie. Qui s'appelait « On ne peut rien faire, Madame le ministre ». Alors, ça ne voulait pas dire que je m'étais tourné les pouces pendant 12 ans. Et ça voulait dire que chaque fois que je proposais quelque chose, a priori, ce n'était pas possible. Et alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que Francis Merck, qui était ministre des Finances 20 ans après, a écrit à peu près la même chose, et Hulot, en démissionnant, a dit à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, la marge de manœuvre du ministre est très, très, très petite. Et encore, moi, j'avais de la chance, parce qu'à l'époque où j'étais ministre de l'Environnement, c'était un tout petit ministère. Et donc, et ça n'intéressait pas grand monde, l'environnement. Et par conséquent, j'ai pu faire un certain nombre de choses qui, en fait, sont passées sous le radar. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de vous dire. J'ai été le premier ministre à avoir la compétence santé-environnement. Parce que j'ai toujours été très intéressée par la question de la santé environnementale. Et aujourd'hui, c'est un grand sujet. Vous savez qu'on parle de Wild Health, pour dire qu'il y a une santé globale. On a compris que si les animaux et les plantes sont malades, nous aussi. Ça nous dit pas comprendre ça. Enfin, voilà. Donc, j'obtiens ça dans mon décret de compétences sans aucun problème. Le ministre de la Santé, il n'avait rien à en faire de l'environnement. Rien du tout. Et puis après ça, je me dis, c'est bien, mais je fais comment? Je n'ai pas de fonctionnaire pour faire ce travail. Et il n'est pas question de créer un poste. Donc, je me suis dit, je vais créer un organisme de gens qui sont volontaires et qui vont m'aider sur ces sujets nouveaux. En 1995, on parlait quand même beaucoup moins de ces sujets qu'aujourd'hui. Hein. Donc, je crée un organisme qui s'appelle le CPP, Comité de la prévention et de la précaution, que je calme sur les compétences du ministre de l'Environnement. Pourquoi? J'ai une idée à la tête, c'est que je savais qu'une mesure d'ordre intérieur d'un ministère ne dépend que du ministre. Et donc, les chiens pouvaient aboyer, mais la caravane, elle allait passer. Les chiens n'ont pas manqué d'aboyer. Alors, ça a commencé par un des débats que je faisais avec la santé qui me dit, en me disant, tu ne peux pas faire ça. Je lui dis, ben, pourquoi je
Il dit non, tu comprends, c'est pas possible. Tu prends des compétences à la santé. Donc, je suis désolée. Santé environnement, c'est dans mon décret de compétence, pas dans le cas. Donc, je suis tout à fait dans le clou. Ensuite, on est monté à l'échelle du dessus, c'était le ministre Barrot, le ministre des Affaires sociales, son patron. Et puis, je m'entendais très bien, c'était un homme charmant. Et donc, il me dit, écoute, franchement, les syndicats du ministère de la Santé sont vent debout, ils vont faire un peu de recruter l'État. C'est le problème. Ils disent, bon, tout à fait sereine. Évidemment, il n'y a plus de recours, c'est l'État. Ensuite, ils sont passés à Matignon. Alors, à Matignon, Alain Juppé a tranché en disant, vous voulez faire un truc, très bien, mais par contre, je retire les 3/4 des compétences que j'avais données. C'est-à-dire, vous avez le droit de faire une expertise, mais seulement si le Conseil supérieur de l'université le demandait, c'est-à-dire jamais. Ils n'avaient pas le droit de faire un rôle d'alerte. Troisième truc que je leur avais donné, c'est l'expertise, l'alerte et quoi, ils n'avaient pas le droit non. Sauf que le Premier ministre n'avait aucune compétence juridique pour m'imposer l'organisation de mon ministère. Ça dépend que je dis oui. Donc je dis oui, monsieur le Premier ministre, mais j'ai rien fait du tout. Et le CPP, il existe toujours. 25 ans plus tard, il a été fondé depuis 2 ou 3 ans au sein de l'autorité de l'expertise. Et ça a marché pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, c'est un organisme qui a fait des études très intéressantes qui ont poussé à toute une série de législations et de réglementations dans le domaine de la santé et de l'environnement. Ça, c'est des sujets, vous voyez, qui sont vraiment très intéressants. Voilà. Donc ça a été utile. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment en droit où je peux faire le plus de choses et aussi un peu au niveau associatif, parce qu'aujourd'hui, les ONG ont quand même une capacité d'action qui est considérable. Bonjour. Bonjour. Je vais avoir une petite question, moi, sur tout ce qui est lobbying. Oui. Vous avez commencé très tôt pour le lobbying dans votre domaine. Est-ce que vous n'avez pas ressenti une pression au début face au gros lobbying, tout ce qui était des grosses sociétés? Alors, je vais vous dire, madame, je n'ai jamais eu le sentiment de faire du lobbying. J'ai été confrontée au lobbying. Ce que j'ai fait, ça s'appelle du plaidoyer. C'est-à-dire, c'est défendre de manière désintéressée une thèse. J'ai vu ce que c'était que le lobbying de très près. Je l'ai vu en France, je l'ai vu en Europe. Ils ne travaillent pas de la même manière, mais c'est violent. Et en Europe, ça a été très violent. Je me souviens qu'un jour, un des grands lobbyistes de l'agrochimie, qui était quand même un peu voir, il venait me voir en disant des êtres comme vous ne devraient jamais l'être. Violent, quand même. Mais ça ne m'a jamais impressionné. Le Big Tobacco, qui est quand même un des lobbies les plus puissants, avait fait une liste des députés européens avec 3 couleurs, le vert, le jaune et le rouge. Alors, le rouge, c'était ceux sur lesquels ce n'était pas la peine de faire quoi que ce soit, évidemment, j'en fais partie. Heureusement, j'allais dire, les verts, c'était ceux qui étaient actifs, et ceux du milieu, c'est ceux qui étaient possiblement convaincables. Voilà. Très bien, ce sont les listes rouges du tabac, très franchement, pour moi, c'est une grande fierté. Tout est argumentaire. J'ai souvent coutume de dire que le problème, ce n'est pas le lobby, c'est l'oublier. Je veux dire par là que le lobby, il fait son boulot. Là, il est payé pour ça. Il essaye de vendre sa salade pour que telle réglementation évolue dans tel sens. Le décideur public, il est là pour décider dans l'intérêt du public. Il est élu pour ça, c'est son job. Il est tout à fait normal, comme décideur, que vous entendiez toutes les parties. Ça fait partie du travail. Parce qu'effectivement, vous allez changer la vie des gens, vous-même, un peu quand même, influer sur une activité économique, le minimum, c'est d'entendre ce que les gens ont à dire. Ça, c'est normal. Mais par contre, de décider de quelque chose pour faire plaisir dans le meilleur but, un intérêt industriel économique déterminé, ça, c'est pas acceptable. Donc, le problème, c'est pas le but, c'est son boulot, le
immobilier. Et il y a des règles assez simples. Hein. Moi, j'avais mis en œuvre, à une époque où ce n'était pas du tout obligatoire au Parlement européen, j'avais un peu innové. Un, je rendais public mon agenda. Ça coûte pas cher, hein, rendre public son agenda. Et vous savez qui je voyais. Ça peut être dissuasif. Hein. Deuxièmement, je n'ai jamais accepté même une tasse de café. C'est-à-dire que quand je rencontrais un intérêt économique, et souvent ça se faisait à la buvette, je payais le café. Et je n'ai rien accepté. J'ai même eu une anecdote assez rigolote avec une grande organisation française, pas laquelle, qui organisait des dîners réguliers. Donc j'étais invitée à ce dîner. Et j'ai dit, bah, écoutez, je veux bien venir, mais je veux payer ma note. Il m'a dit, mais ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de note. Personne ne demande ça. Okay. Ou vous me faites une note et je viens, je paye ma note, ou vous ne me faites pas de note et je ne viens pas. Donc j'ai ma note de restaurant que j'ai payée. Voilà. Bon, c'est-à-dire que c'est assez facile de fixer les règles du jeu. En fait. Et ça évite des catharsis, c'est quand même très regrettable pour l'institution. Madame la ministre, vous êtes perçue, et à juste titre, comme une écologiste pragmatique, de l'écologie soutenable et acceptable, par rapport à une écologie dogmatique. Oui. Quelles sont les grandes mesures qui vous semblent indispensables pour faire en sorte de répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain de l'écologie et du développement durable? Ben, si vous voulez, il faut qu'on reprenne tous les domaines les uns que les autres, qu'on les examine autrement qu'on les examine aujourd'hui. Au risque de vous choquer, je vous dirais que je suis catastrophée par les choix énergétiques que nous avons faire. Ils me paraissent totalement déraisonnables, extrêmement coûteux, et d'un autre temps, oui, d'un autre temps, je suis favorable au maintien du nucléaire existant, parce qu'on en a absolument besoin, c'est une chance de l'avoir. Et cette période où nous pouvons en bénéficier, elle doit être utilisée pour maximiser le développement du renouvelable, que nous ne faisons pas. Nous avons encore du nucléaire pas trop cher, ça ne va pas durer, pas trop cher, qui permet précisément de faire cette transition, comme nous ne pouvons pas à la fois se payer des nouveaux nucléaires, se payer CIGEO, se payer le grand carénage, se payer la dette d'EDF, c'est quand même 67 milliards d'euros, hein, en fait. Et payer les infrastructures nécessaires au développement du renouvelable, notamment tout ce qui est le transport et les réseaux, hein, on va passer à côté. Et ça, je trouve ça absolument catastrophique. Deuxième volet, où on n'a encore rien fait du tout, c'est le volet agricole. C'est majeur de transformer notre agriculture. Il faut absolument qu'on aide nos agriculteurs financièrement, avec de l'argent, à transformer leur modèle, à revenir à une agriculture plus locale, avec moins de voire pas du tout d'intrants, que la terre puisse retrouver sa capacité, ce qui va permettre d'entrer dans un cycle vertueux de stockage de carbone, et donc on pourra payer les tonnes de carbone économisées aux agriculteurs, ce qui payera leur transformation. Il y a des choses intelligentes à faire, comme ça. Sur les transports, bon, il y a une bagarre homérique à Bruxelles sur les moteurs thermiques, moteurs non thermiques. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le sujet. Bien sûr qu'on a un problème de pollution de l'air, ça c'est indéniable. J'ai fait voter la loi sur l'air, il a été bien peu appliqué, mais on ne peut pas continuer à avoir 50 000 morts en France tous les ans de la pollution de l'air. C'est absurde, totalement absurde. C'est un coût collectif énorme. 500 000 morts en Europe. Bon, il n'y a pas que les thermiques qui en sont la cause. Il ne faut pas charrier. Mais enfin, c'est une partie pas tout à fait négligeable. Ceci étant, est-ce qu'on peut avoir un parc entièrement électrique? C'est pas tout à fait sûr. C'est peut-être le ferroviaire. Le recyclage de batterie, etc. Bon, donc peut-être de l'hydrogène. C'est une solution, mais je crois surtout c'est de penser autrement nos déplacements qui est une solution. Bon, on a passé 40 ans là à détruire des voies de chemin de fer.
Il va maintenant falloir refaire. L'affaire du rail-route, il y a 30 ans, quand j'étais au gouvernement, je me battais déjà pour rééquilibrer vers le rail. À l'époque, le fret, c'était quand même 20-22% par le rail. Aujourd'hui, c'est 9%. On n'a pas arrêté de reculer. Je pense que là où le gouvernement a peut-être raison, c'est de mettre beaucoup d'argent sur le train. Je pense que le train est vraiment une solution, et pour le transport des voyageurs et pour le transport des marchandises. Donc, s'il y a beaucoup d'argent à mettre quelque part, c'est là-dessus. Ensuite, je pense qu'il faut avoir une vision chaque fois de l'impact carbone, biodiversité, santé des décideurs de prendre. Systématiquement, il est 3%. Ne jamais séparer les choses. Parce que le raisonnement par silo est catastrophique. Si vous avez une décision qui est bonne pour le climat, mais qui est mauvaise pour la biodiversité, il faut oublier. C'est du reste la nouvelle philosophie européenne de la taxonomie qui implique que pour être durable, un investissement non seulement doit entrer dans une catégorie visée, mais ne doit pas nuire gravement aux autres. Ça, c'est très important. Sauf que dans la taxonomie, il n'y a pas le volet de santé, et moi, je pense que le volet de santé est extrêmement important. Pas que le volet de biodiversité, le volet de santé et santé. Voilà. Et puis, je dirais, peut-être le plus important, et surtout pour vous, c'est la manière dont vous vous imaginez votre futur. C'est absolument essentiel. Changer notre imaginaire. Alors, pour des personnes de mon âge, changer l'imaginaire, c'est pas facile. Parce qu'on a vécu d'autres temps où les choses étaient bien différentes. Et les changements se font imperceptiblement d'année en année, et au bout d'un moment, on se rend compte que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Donc, il y a un problème de nostalgie, mais il faut regarder devant. Pour vous, beaucoup de jeunes sont dans l'éco-anxiété, et je peux tout à fait comprendre. C'est vrai qu'on a un avenir qui est très anxiogène. Et je pense que c'est vraiment majeur de traiter cette question. Et celle-là, elle se traite en réfléchissant ensemble à ce qu'est un avenir souhaitable, possible et désirable. Il faut les trois. Il faut le souhaiter, il faut que ce soit possible, il faut le désirer. Et donc, on a un travail à faire sur notre imaginaire collectif, sur ce que vous avez envie, vous, ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie de faire de ce pays. Il y a quand même des possibilités extraordinaires. Ce que vous avez envie de faire de la solidarité entre vous, de la solidarité entre les générations, de votre rapport aux non-vivants. Quelles sont les valeurs qui vous paraissent aujourd'hui essentielles, comment vous avez envie de les développer, comment est-ce que c'est possible de le faire. Et je vais vous dire une chose, la meilleure clé que l'on ait, nous les humains, pour lutter contre cette anxiété, c'est d'agir. Quand vous agissez, quand vous faites, vous ne vous posez plus de questions. Vous vous êtes fixé un objectif, vous faites ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Et ça vous permet de passer au-delà de cette anxiété existentielle que nous avons tous, en fait, aujourd'hui, si on réfléchit un tout petit peu. Agissez. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Vous avez été candidate aux élections présidentielles. Oui, en 2002. Bon souvenir ou je ne parle pas du résultat, hein, mais je parle de... Eh bien, écoutez, c'est un très bon souvenir. C'est un très bon souvenir. Alors, ça a été très dur parce que personne, encore ça a été une aventure. Personne ne pensait que j'avais les signatures. 500. Les 500 signatures. En fait, j'avais été très aidée par un monsieur qui malheureusement aujourd'hui est décédé, qui avait été le pape de la publicité dans les années, qui avait lancé le Canuet. Alors, je ne sais pas qui est le Canuet. Le Canuet avait été candidat à la présidentielle en 65. Jean-Luc Canuet, il était maire de Rouen. Il avait un sourire à la Kennedy, mais centriste, c'était pas Kennedy quand même. Et donc, c'est lui qui avait fait cette campagne. Et il s'est pris d'amitié pour moi, d'affection, il m'a aidé.
J'ai un très vieux monsieur en 2002. Il m'a aidé et donc j'ai envoyé mes lettres aux 36 maires de France et j'ai reçu mes promesses de signature. J'en ai reçu à peu près 600. Donc 600, ça m'assurait à peu près d'avoir 1500. Donc, mais je n'étais dans aucun sondage, dans rien du tout, puisque tout le monde partait de l'idée que c'était du pipeau. Et donc, j'ai fait faire un constat d'huissier. J'étais compté par un huissier, la promesse que ça ne servait à rien du tout. Personne ne voulait croire que c'était vrai. Donc, en fait, il a fallu attendre la liste, la publication de la liste, pour que ça se passe. Voilà. Et donc, en fait, j'ai fait campagne, les gens m'ont découverte en 15 jours, 3 semaines. J'ai quand même fait 2%. Plus annuel. Je ne sais pas si mais c'est vrai. J'ai fait presque 2%, ce qui était quand même pas si mal que ça. Ça fait 700 000 voix, hein, je peux même aller les chercher. Ça rembourserait cette campagne. Non, mais parce que, attendez, ça, non, mais ça va. Oui, oui, j'ai dépensé le plafond de ce qui m'était alloué dans tous les cas de figure. Ce qui pour moi était une somme astronomique. J'avais fait campagne avec, allez, je vous fais à 30 000 francs, quoi, avec rien. J'avais rien. Donc, j'ai fait 500 euros. oui, ça. Moi, j'exagère un peu, mais disons, allez, 10 000 euros, à peu près. Et donc, j'ai reçu c'était ça, et une somme astronomique. Donc, ça m'a permis de me déplacer, ça m'a permis de dormir, ça m'a permis plein de choses. C'était quand même épatant. Et puis, j'ai revu il n'y a pas très longtemps les spots de campagne. Je trouvais qu'ils étaient vraiment vachement bien. Vraiment, ils étaient bien. Parce que on pourrait encore les passer les comptes. Ça, c'est moins bien quand même. Parce que je me dis, ce que je racontais il y a 25 ans, c'est toujours valable. Voilà. Donc, c'est plutôt un beau souvenir. Sauf la fin, évidemment. Je voulais rebondir, j'avais une question sur la dimension de l'efficacité du droit de l'environnement, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de normes qui sont de plus en plus restrictives au niveau européen et national et des condamnations de l'État pour une action. Et d'un autre côté, on voit que l'État ne change pas sa ligne politique. Et vous parlez aussi du développement du droit souple, qui peut-être parfois été plus efficace. Donc, je voulais avoir votre avis sur l'évolution du droit de l'environnement de ce point de vue-là. Alors, on assiste actuellement à quelque chose qui est vraiment très intéressant, très novateur. C'est ce qu'on appelle la justice climatique. Vous avez à peu près 2000 procès dans le monde aujourd'hui, sur tous les continents, devant toute une série d'organisations. Alors, il y a les procès dans des juridictions, et vous avez beaucoup d'avis consultatifs. Avis consultatif de la Commission des droits de l'homme, avis consultatif de la Commission des droits interaméricaine des droits de l'homme, avis consultatif du tribunal vert indien, avis consultatif de la Cour internationale de justice qui est actuellement interrogée par Tuvalu, par les îles qui vont disparaître du fait du dérèglement climatique. Donc, vous avez plus de 2000 procédures qui sont en cours devant aussi les points nationaux de l'OCDE contre des entreprises. Il y a vraiment énormément de choses, des contentieux à la fois contre les États et de plus en plus contre les entreprises. Donc, ça a commencé en fait avec les carbone majors, mais ça continue avec les automobiles, la déforestation, les banques, l'aviation. Donc, il y a toute une série de secteurs, petit bout par petit bout, qui sont rattrapés par le principe de due diligence, d'une part, et par le devoir de vigilance, d'autre part, qui se généralise, même si encore il n'est pas voté au niveau européen, c'est un principe, bien un principe général du droit en réalité, et avec des décisions extrêmement intéressantes. Alors, vous avez raison, les États ne les appliquent pas toujours, mais l'avantage, c'est que ce sont des décisions nationales. Et donc, les systèmes juridiques nationaux jouent pour contraindre l'État à agir. Je parlais de Grand Seine tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est que l'État n'avait pas respecté, même s'il dit qu'il a respecté, dans la vraie vie, ce n'est pas vrai du tout. Donc, on en est à une injonction. Si l'État a payé 10 millions, ça ne va pas l'amuser, parce qu'il le sort de sa caisse, mais il ne le remet pas dans sa caisse.
Et ça ne part pas non plus dans la poche des associations. Ça part à l'ADEME, ça part aux organismes qui font de la rénovation des bâtiments, ça part à des gens qui font vraiment des actions pour lutter contre le dérèglement climatique. Il y a des pays où ça marche. En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a rendu en 2021 un arrêt très commenté, puisque c'est le premier arrêt qui reconnaît le droit des générations futures. En annulant une partie de la loi allemande sur le climat, en considérant qu'après 2030, ils n'avaient rien mis dedans, et que donc les Allemands vivant en 2030, vivant actuellement, qui sont encore là en 2030, ou ne vivant pas encore, très intéressant, avaient droit à bénéficier des droits fondamentaux comme les autres, que donc la loi allemande était insuffisante. Angela Merkel, dans la foulée, fait voter une nouvelle loi, à mis de 15 jours. Nous, on fait un peu différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le plan du droit international, on est dans une conception complètement nouvelle du droit international. Le droit international, c'est un droit conventionnel. C'est-à-dire que les États signent des conventions, on est dans un système westphalien, le traité de Westphalie de 1700, je ne sais plus combien. Donc, c'est les États qui signent des conventions, et puis ensuite, ils respectent leurs conventions, puis quand ils ne les respectent pas, c'est la Cour internationale de justice. Dans le procès climatique, c'est la société civile qui agit. Et on est dans la construction, j'emploie toujours cette image, mais je pense qu'elle est assez illustrative de mon propos, d'un escalier. Chaque décision rendue dans le monde, c'est comme une marche d'escalier. Car les États vont, les juges vont utiliser la marche précédente. Et donc, quand a été rendu le premier grand arrêt, c'est l'arrêt Urgenda aux Pays-Bas, en matière climatique, cet arrêt Urgenda, il a été mis à toutes les sauces, si j'ose dire, dans le monde entier. Alors que c'était une correspondance de la Cour de justice de la Haye, du tribunal suprême de la Haye, et pas la Cour internationale des droits de l'homme ou la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme, rien du tout. Voilà. Et donc, il y a une espèce de concurrence, je dirais, assez saine entre les juridictions qui se regardent les unes les autres pour voir ce qu'elles font et comment elles progressent avec une organisation qui s'appelle le Sabin Center, qui est à l'université de Yale aux États-Unis et qui centralise toutes les décisions rendues en matière climatique. Et vous pouvez aller consulter très aisément. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très novateur parce qu'un État, il est cloué au pilori de l'humanité quand il est condamné. Tout le monde le sait. Je voyais ce matin dans la presse, il y a un recours qui a été monté en Suède. Et ça, dans les Échos ce matin, il y avait une demi-page là-dessus, en disant personne en France n'aurait eu l'idée de faire un article pour expliquer qu'il y avait un procès qui était déroulé en Suède. En lequel, quand même, les perdus. Donc, quand il y a eu l'affaire Brandsen, j'ai eu des coups de fil de journalistes du monde entier. J'en ai su ce qui s'était passé. Donc ça, c'est complètement nouveau. Et c'est quand même très intéressant, à la fois sur le plan intellectuel et, je dirais, sur le plan juridique. Actuellement, on pourrait se poser la question que des activités liées notamment au secteur du luxe, au transport en jet privé, vont totalement en inadéquation avec l'urgence climatique qu'on connaît actuellement. Mais alors, quelle est la solution? Est-ce qu'on est amené à interdire ce type d'activité? Est-ce qu'on devrait les limiter? Est-ce que ça n'irait pas à l'encontre de liberté d'entreprendre également? Alors d'abord, excusez-moi, mais je ne partage pas tout à fait votre propos mettant sur un pied d'égalité l'industrie du luxe et les jets privés. Parce que d'abord, l'industrie du luxe est très souvent très en avant sur l'application des principes de développement durable, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent faire énormément de choses, et ils le font. Sur les jets privés, j'aurais un avis sensiblement différent. Moi, je suis plutôt libérale. Donc, si vous voulez, l'idée d'interdire n'est pas une idée qui me plaît infiniment. Mais en revanche, je pense qu'on peut arriver au même résultat
avec, par exemple, une taxe carbone bien appliquée. Si un jet privé doit payer une taxe carbone qui correspond aux tonnes de carbone qui alimentent son vol, à mon avis, ça va être assez vite dissuasif. Vous voyez, moi, j'aimerais mieux des systèmes comme celui-là. Bon, ceci étant, si l'humanité n'est pas raisonnable, il est évident qu'on va arriver à des systèmes d'interdiction. On va y arriver assez vite. Nous avons une fenêtre de tir qui est très courte. Tout le monde parle de neutralité carbone en 2050. Le GIEC dit qu'il faut que ce soit 2040. Et moi, je regarde 2030. Parce que c'est le tournant. 2030, où on a inversé, où on n'a pas inversé. Si on n'a pas inversé, on est. C'est très, très simple. La fenêtre de tir, c'est 2030. C'est pour ça que le nouveau nucléaire français qui marchera en 2045, on s'en fout. C'est 2030 qu'il faut aussi. En 2030, on est arrivé à transformer notre modèle économique. On a investi ce qu'il fallait pour faire cette transformation, qui ne sera pas achevée, bien sûr, mais qui sera sur la voie. On aura réussi à ne plus augmenter nos émissions, mais à les réduire, même modestement, mais collectivement. Ça, on sera sur une voie correcte, qui peut-être arrivera quand même à 2,6 degrés, 2,8 degrés. Hein. Si on ne fait pas ça, c'est 4 degrés. Donc, à un moment donné du temps, les populations, elles vont à la fois ne pas vouloir être dérangées, mais d'un autre côté, elles vont vouloir vivre. Donc, puis vous allez avoir des problèmes de migration de population absolument insupportables. C'est pas possible. Il faut déjà voir, par exemple, sur ces sujets, des décisions très intéressantes que j'ai rendues en Nouvelle-Zélande par rapport aux îles Vanuatu, ces petites îles qui vont disparaître. Donc, il y a des règles d'accoutumance, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de venir 6 mois en Nouvelle-Zélande et de repartir chez eux. Il faut se rendre compte. Ça, c'est très nouveau, il faut bien comprendre. C'est que ce n'est pas une immigration comme celle que l'on connaît. Quelqu'un qui quitte un pays pour aller dans un autre, il peut avoir la nostalgie et se dire je pourrais retourner chez moi. Il peut garder des contacts avec sa famille qui est restée sur place, avec la culture qui est restée sur place. Il faut comprendre que la disparition de ces îles, c'est non seulement une immigration définitive, pour une bonne et simple raison, c'est un territoire, mais c'est la perte d'une langue, c'est la perte d'une culture, c'est la perte d'une manière de vivre, tout ça ne reviendra jamais. Donc, on est rentré dans autre chose. Et je ne suis pas sûre, je pense que vous, les jeunes, vous avez tout à fait conscience de tout ça. Je ne suis pas sûre que les gens de ma génération se rendent compte de ce à quoi on est confronté, de la vitesse à laquelle ça va aller. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les scénarios pour la France, puisqu'on a commencé enfin à avoir un plan d'adaptation qui va s'appeler un plan d'adaptation. Ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Et les 2 premiers, il n'y a rien. Donc ce troisième, vous avez vu les scénarios qui sont tenus, c'est 4 degrés pour la France. Le scénario météo en France, c'est 3 degrés. Exactement. Et nous sommes mis déjà à 1,8 en France actuellement. Et 2 dans les villes et en montagne. Le scénario, c'est 4 degrés aujourd'hui en Arctique. Ça va très, très vite. Beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Quand j'ai commencé à parler du règlement climatique en 1995, on était sur le premier rapport du GIEC. Et à l'époque, dans le pire des scénarios, c'était 1,5 degré en 2100. C'était le scénario noir. Bon, ça ne fait que 30 ans. Le scénario noir, c'était 1,5 degré en 2100. On va être à 1,5 degré aux moyennes planètes en 2030. Vous vous rendez compte de l'accélération? Donc, il faut bien avoir présent à l'esprit que ce qui est important, c'est 2030. 2050, on attend de voir, si j'ose dire. Parce que ce qui est important, c'est cette étape-là. Ensuite, ça ne pourrait être que du raccommodage qui marchera plus ou moins. C'est une belle parole.
Allez. Dernière question peut-être. Allez, dernière. J'avais une question, c'est quelque chose qui se développe pas mal ici en Espagne, en Amérique du Sud, de donner la personnalité juridique à des lagunes ou à des territoires. Je me demandais ce que vous pensiez de cet outil-là. Alors, si vous voulez, sur ce sujet-là, il y a deux questions. La première question, c'est de reconnaître des droits à la nature. Je suis entièrement favorable à ça. Ce n'est pas la même question que celle de lui reconnaître la personnalité morale, qui est un autre sujet. Et sur la personnalité morale, moi, j'ai un problème. Je reconnais la personnalité morale à un fleuve. OK. Qui le représente? Bonne juridiction, le fleuve ne va pas y aller. Nous sommes d'accord. Bon. Donc, il faut un média. Qui, logiquement, pourrait être un humain. Nous sommes d'accord. Qui c'est cet humain? Alors, il y a deux solutions. Ça peut être une association. J'ai tendance à vous dire, ça existe déjà. Combien vous avez d'associations qui défendent la nature, qui défendent tel espace naturel, etc. Donc, encadrant bien les droits de la nature, une association peut tout à fait faire le job. Et si ce n'est pas une association, c'est l'État. Et là, franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que mes 45 ans, presque 50 ans de vie professionnelle m'ont montré que l'État n'est jamais un bon défenseur de l'environnement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que l'État a trop d'intérêts cumulés à défendre. Il faut qu'il défende l'économie, il faut qu'il défende le social, il faut qu'il défende l'emploi, il faut qu'il défende sa situation géopolitique, il faut, etc. Donc l'environnement, c'est vachement bien, mais ça vient après tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc jamais l'État ne sera un bon défenseur d'une nature telle qu'elle soit. C'est pas vrai. Dans les procès pétroliers où j'étais aux côtés de l'État n'a jamais défendu l'écologie elle-même. Le préjudice écologique, l'État ne l'a jamais demandé. Il aurait pu le demander, c'est le domaine public. C'est à lui. Ça ne l'a jamais intéressé. Donc, si vous voulez, le problème, c'est le média. Et moi, je n'ai pas de réponse. Donc, je pense que le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, en tout cas dans nos systèmes à nous, c'est d'avoir des droits bien cadrés et de donner à des associations, avec un certain statut agréé ou la possibilité d'agir. L'Afrique du Sud, c'est différent, ou au Canada, parce qu'il y a un lien étroit entre le territoire et les autochtones. Les peuples premiers, les peuples autochtones ont des droits spécifiques sur des territoires spécifiques. Et à ce moment-là, il y a un sens à donner une personnalité juridique à un élément qui est constitutif de ce peuple autochtone. C'est le peuple qui vit sur la rivière machin ou dans la forêt truc. Là, ça se défend. Mais dans nos systèmes juridiques et dans notre organisation sociétale, très franchement, je ne vois pas l'intérêt que ça peut avoir. Voilà. Je vous remercie tous. Merci. Bonne journée. Vous avez un côté de l'autre côté. Et un merci infiniment à Mme Corinne Lepage. Je crois que c'était vraiment un des axes exceptionnels. Qualité. C'est bon.